à toutes et à tous pour ce webinaire autour du nouveau manuel de SVT cycle 4 et du carnet de SVT cycle 4. Et je suis avec Stéphane Frey, qui est éditeur chez Belin Éducation en SVT. Je suis également avec Samuel Rébulard et Caroline Prévost, qui donc ont contribué à ce manuel et à ce carnet. Merci Caroline. Donc effectivement, Caroline Prévost et Samuel Rébulard qui sont en fait nos directeurs d'ouvrage. Et Samuel, tu es auteur depuis encore plus longtemps. Et moi, donc, je supervise les sciences chez Belin Éducation avec un regard plus particulier sur la SVT. Et on a choisi de vous expliquer pourquoi on proposait de nouveaux outils pour la SVT cycle 4 en cette année 2022. Et la réponse tient en 6 points qu'on va vous exposer successivement. Donc, notre objectif était de permettre une mise en œuvre de la version modifiée des programmes de cycle 4 qui est paru au BO de juillet 2020, de tenir compte de 5 années de mise en pratique des programmes, de faciliter la mise en activité des élèves, d'offrir des outils de différenciation pédagogique, d'aider les élèves à réussir encore mieux le DNB. Et en filigrane de tout ça, il y a des manuels ergonomiques, numériques ergonomiques et enrichis. Alors, si on passe à la diapo suivante, donc la première raison qui nous a poussé à proposer des nouveautés, c'est la mise en œuvre de la version modifiée des programmes qui a été publiée au BO du juillet 2020. L'essence de ce toilettage est indiquée dans le petit cartouche violet. Les savoirs et compétences nécessaires pour étudier le développement durable, le changement climatique et la biodiversité constituent les fils conducteurs de l'enseignement des SVT. Donc, le verdissement est le maître mot de ce toilettage et il se traduit par des retouches assez fines, assez subtiles, à la fois dans la colonne compétences et dans la colonne proposition d'activité, dans le thème 1 surtout, également aussi un petit peu dans le thème 2. Et pour cette raison, donc, on a proposé une nouvelle édition du manuel SVT cycle 4. La première édition était parue en 2017. Elle avait rencontré un beau succès. Et on a proposé donc une refonte, une édition actualisée de ce manuel, dans lequel, première chose, les 8 chapitres du premier thème, donc le thème planète Terre, environnement et action humaine, ont été entièrement renouvelés. Donc, les 8 chapitres apparaissent à droite de l'écran. Par rapport à la version 2017, on a choisi de commencer par la météo et le climat pour faire plus de transition avec la 6e et le cycle 3, pour poursuivre par les risques géologiques, les phénomènes géologiques et les risques naturels, puis les activités humaines et l'environnement. Caroline, je te laisse nous dire un peu plus sur ce point-là, en passant sur la diapo suivante. Oui, alors dans le premier thème, sur la planète Terre, l'environnement et l'action humaine, l'idée était de faire effectivement le lien avec ce qui est fait au cycle 3, en étant aussi dans l'environnement plus proche, avant d'aborder la tectonique des plaques, qui était un petit peu plus complexe et qui permettait d'aller plus loin. Ça permet aussi cette partie, qui s'intitule donc météo et climat, qui va permettre de faire la comparaison, en tout cas entre les deux concepts, d'aborder les choses de manière un petit peu différente. L'idée étant toujours de faire comprendre aux élèves, bien sûr, la différence météo-climat, mais surtout de s'intégrer dans le verdissement des programmes, qui dit qu'il faut véritablement travailler le lien entre le changement climatique actuel et l'influence humaine dans ce processus. C'est devenu un chapeau du thème, et les chapeaux dans l'enseignement des SVT, c'est les enjeux de la discipline, et donc ce sont véritablement pour nous les fondamentaux. Donc, si on prend ce que vous avez à l'écran, c'est un exemple, c'est le chapitre 2 sur les climats de la Terre. Il y a eu plusieurs choix dans le manuel qui ont été faits, soit on rentre par je découvre, soit on rentre par je me questionne. Donc là, vous avez les deux dans ce chapitre. Dans le je découvre une situation concrète, alors qui est là la comparaison entre un pays lointain et le nôtre, une question que les élèves peuvent se poser, qui évidemment là est posée dans le manuel. Après, l'enseignant, il fait comme il veut, il peut tout à fait apporter la question après, d'une autre façon, enfin, peu importe.
Avec le numérique, on peut tout faire. Et puis ensuite, on rentre dans l'explication. On essaie de faire travailler les élèves sur la comparaison des deux climats, sur les deux lieux. Et là, on est véritablement sur les zones climatiques. Et puis, on revient sur ce que l'on avait vu en sixième, c'est-à-dire le principe d'une station météo. Mais là, on en voit véritablement les usages. Alors, dans les missions qui sont proposées dans ces activités, vous avez aussi de la diversité. Entre l'unité 1 que vous avez, que j'ai un peu décrit en détail, l'unité 2 et l'unité 4, vous avez des missions qui vont être parfois une tâche complexe, parfois quelque chose qui donne lieu à une production un petit peu originale, comme le travail en équipe, c'est l'unité 2 que vous avez en bas. Ça permet, l'objectif, c'est de proposer à l'enseignant, il fait ce qu'il veut derrière, mais en tout cas de lui proposer des situations diversifiées, des démarches diversifiées. Alors, si on avance un petit peu plus loin sur le chapitre 3, vous avez effectivement d'autres types d'activités qui sont proposées. Et notamment, on essaie à chaque fois, y compris dans ces thèmes un peu compliqués, de faire des activités expérimentales. Donc, par exemple, dans les changements climatiques là, du passé, vous avez une petite expérience simple qui correspond à ce qu'on appellerait scientifiquement de la réflectance. On essaie de voir l'effet sur de la couleur en fait, de la surface, sur la température qui est générée à cette surface. Donc, on a également essayé d'ancrer les parties je découvre, où je me questionne sur des documents nouveaux, sur des choses qui n'avaient pas été traitées dans les autres manuels, et puis on a essayé que ce ne soit pas non plus chez les manuels des concurrents. On a essayé vraiment de trouver des nouveautés avec des auteurs qui étaient nouveaux, du travail sur du graphique et puis du travail sur les risques climatiques qui, là, dans ce chapitre, sont intégrés au chapitre. On voit les populations face aux risques, et là, on est vraiment dans l'esprit programme tel qu'il était avant, qui était que les risques font partie de cette partie, ils ne sont pas à traiter totalement séparément du chapitre lui-même. Voilà, Caroline, que je voulais dire. Est-ce que vous voulez que je rajoute Caroline, si tu remontes sur la diapo d'avant, oui. Alors, Caroline Taillant, voilà, parfait. Ces trois doubles pages là qu'on a présentées sont l'occasion de dire qu'il y a eu quand même quelques petits changements dans les contenus de connaissance du programme, et en particulier cette notion, on insiste beaucoup plus sur la notion de zone climatique et de biome, même si le terme biome n'est pas employé. Et ça, c'est quelque chose qui a été, c'est un exemple d'activité qui a été développée spécifiquement au vu du verdissement du programme. Voilà, merci beaucoup Caroline. Alors si on repasse à la diapo d'après maintenant, la suivante encore. Samuel, tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, donc toujours dans ce premier parcours, dans ce premier thème, pardon, numéro 1, il y a toute une partie sur les ressources naturelles qui existait déjà dans le programme de 2017, mais qu'on a entièrement renouvelé avec un axe de changement qui était vraiment d'ancrer les ressources dans le quotidien. En fait, ce qu'on s'est dit et qu'on constate dans les classes, c'est vraiment cette idée que les ressources, c'est perçu comme quelque chose de lointain, de distant. Et donc, il nous paraissait essentiel de rappeler que finalement, tous les objets du quotidien, quels qu'ils soient, provenaient de ressources qui, au départ, avaient été des ressources naturelles et qui avaient été plus ou moins transformées par l'homme. Ce qui veut dire qu'on a dans chaque double page, dans chaque exemple que l'on a choisi, un ancrage quotidien. On peut prendre l'exemple dans le chapitre 7 du smartphone, où tous les élèves savent qu'il faut de l'électricité pour charger le smartphone, mais on montre qu'il y a 6 ressources naturelles qui peuvent être utilisées pour produire de l'électricité, du charbon, du bois, de l'uranium, du vent, du soleil, etc. Et ça donne finalement un point d'entrée. En partant de ce smartphone et finalement en tirant le fil, ça nous donne un point d'entrée vers toutes ces ressources énergétiques potentielles et sur les conséquences de leurs usages et les débats qui animent les différents choix énergétiques. De la même façon, quand on parle dans le chapitre 6 du bois ou du sable, eh bien, en fait, on choisit des ressources nécessaires à la construction. Il y a aussi les ressources pour l'alimentation qui sont traitées. Et pareil, on va montrer
avant de parler du bois et du sable, montrer que finalement, ça permet de construire des bâtiments, des charpentes, des meubles pour le bois, ou des routes et des maisons pour le sable, et que derrière, l'exploitation de ces ressources ont des conséquences. Donc vraiment cette idée que de replacer les SVT dans cette thématique ressources, mais d'une façon plus générale, dans le quotidien des élèves. Et puis dans le chapitre 8, on va voir toutes les conséquences environnementales, enfin beaucoup d'exemples de conséquences environnementales des activités humaines, et notamment celles qui sont liées aux ressources qu'on a vues dans les chapitres 6 et 7 précédents. Donc il y a des conséquences de l'exploitation minière, il y a les conséquences, on le voit ici en haut à droite sur la diapositive, les conséquences des émissions de CO2 sur l'acidification des océans. Par exemple, pour le CO2, enfin, en tous les cas pour l'utilisation des énergies fossiles, on traite à la fois dans le chapitre 7 des conséquences sur la santé humaine avec les particules fines, des conséquences sur le changement climatique et des conséquences sur l'acidification des océans. Donc on a finalement la possibilité pour un enseignant de faire le lien on va dire trans-chapitre, à travers les chapitres, sur une même ressource, et puis en fonction de ses choix pédagogiques, de pouvoir aller chercher des conséquences assez variées. Toujours dans le chapitre 8, on a des choses qui sont plus biotiques, entre guillemets, avec l'épuisement des stocks de pêche, le maintien des habitats pour les espèces rares, etc. Voilà. Et puis là, toujours, on voit là sur la double page en haut à droite, ce souci de proposer dès qu'on peut des petites manips sympas et simples, comme celle qui est à droite, avec à la fois une manip avec un indicateur coloré, et puis sur l'effet de l'acidité sur la dégradation des tests calcaires d'organismes marins. Exactement. Et puis on voit aussi au même endroit l'interview de Jean-Pierre Gattuso, qui est océanographe. Donc toujours cette idée qu'on a encore renforcée cette fois-ci, mais qu'on pratique maintenant depuis presque une dizaine d'années, d'aller chercher des spécialistes des différentes thématiques qui vont nous valider des textes qui permettent finalement d'avoir un ancrage, là encore, avec les gens qui sont concrètement sur le terrain ou avec les chercheurs. Merci Samuel. On passe à la diapo suivante. Oui. Caroline. Oui, alors du coup, c'est ce manuel de SVT, il a aussi été mis à jour pour tenir compte des programmes. Et Stéphane, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu en détail comment cette mise à jour a été faite? Tout à fait. Alors, il y a eu une mise à jour liée, comme on vient de le voir, à l'évolution des programmes, mais aussi, et c'est ce qu'on voit ici, une mise à jour liée à la pratique des programmes. C'est-à-dire que les programmes de SVT cycle 4 ont été publiés que je ne dise pas de bêtises, en juillet 2016, un truc comme ça. Non, juillet 2015. Ils ont été mis ils ont été mis en pratique un an après, donc ils ont 5 ans d'existence. Et entre ce qu'on avait pu proposer en 2017, alors que les programmes n'avaient jamais été enseignés, et ce qu'on a proposé aujourd'hui en 2022, alors qu'il y a 5 ans de mise en pratique, on a tenu compte d'un certain nombre de leçons qui sont remontées du terrain, voilà, de l'expérience notamment de Caroline, qui par sa fonction d'inspectrice pédagogique régionale, observe beaucoup de classes. On a pu se rendre compte notamment que le thème 2, le vivant et son évolution, était très riche en notions biologiques fondamentales. Nutrition, reproduction, génétique, évolution. C'est sûr qu'avec ça, la barque est bien chargée. Et ça nous a conduit à proposer de refondre et d'alléger les chapitres du thème 2, donc le vivant et son évolution. Pour le parcours nutrition, on n'a pas bougé énormément de choses. En revanche, c'est sur les parcours reproduction et diversité que notre proposition a évolué par rapport à la première édition de 2017.
Samuel, par exemple, si on parle de la partie reproduction, qu'est-ce qui a changé par rapport à 2017? En 2017, on avait vraiment voulu avoir une approche assez exhaustive de tous les paramètres de dynamique des populations qui étaient en rapport avec la reproduction. Et on avait d'abord traité la reproduction, et puis ensuite, c'était assez lourd finalement, assez bon, complet, mais sans doute trop dense pour une découverte de la dynamique des populations. Donc le choix qui a été fait ici, c'est de traiter la reproduction. C'est d'ailleurs l'esprit du programme, hein, de traiter la reproduction en même temps que la dynamique des populations. Et en revanche, on a séparé les animaux et les végétaux parce qu'on trouvait que ça n'avait pas de cohérence de les traiter ensemble compte tenu des spécificités biologiques de chacun des deux groupes. Sachant que quand on parle de végétal, hein, on s'intéresse principalement aux angiospermes, aux plantes à fleurs. Donc sur les populations animales, ce qui est intéressant, c'est que dans chacun des exemples qui a été choisi, on traite une question de reproduction et une question plutôt dynamique des peuples, en général avec une question environnementale. Par exemple, dans l'exemple qui est visible, donc là, chapitre 12, unité 1 sur la diapositive, c'est l'exemple du crapaud où on apprend finalement le cycle de vie du crapaud. Donc voilà, là, c'est de la reproduction classique, avec la phase de ponte des œufs, de développement larvaire, embryonnaire, etc. Et puis, on a, page de droite, une application concrète, puisque pour se rapprocher, les partenaires doivent se déplacer et notamment risquent de traverser des routes sur lesquelles ils sont écrasés. Et on prend un exemple concret qui se trouve au sud de Nantes, hein, d'une autoroute sur laquelle on a créé des crapauducs avec un écologue qui nous explique que finalement, ces crapauducs qui sont juste des tunnels passant sous les routes réduisent considérablement la mortalité à condition qu'ils soient bien faits, qu'ils drainent correctement les populations de crapauds et leur permettent de se déplacer dans le cadre de la reproduction. Donc on a vraiment cette double vision, hein, le cycle biologique et puis les conséquences on va dire environnementale de la dynamique de la population consécutive à ce mode de reproduction. Et on va faire un peu la même chose avec les populations végétales dans le chapitre 13 ici, avec l'exemple de la pollinisation. Alors on a une unité pollinisation par les insectes, où on montre qu'on peut augmenter la pollinisation, notamment dans les contextes agricoles sous serre, en introduisant des colonies de bourdons. Et puis ici, c'est l'exemple de la pollinisation par le vent. L'avantage de commencer par la pollinisation par le vent, c'est que c'est plus simple. Finalement, on parle juste de la rencontre, des structures mâles et des structures femelles, de la germination du grain de pollen et de la pollinisation proprement dite. Et c'est ensuite alors pareil, on a des conditions environnementales là, avec l'exemple du maïs, notamment liées à la présence d'eau qui est indispensable à une bonne fécondation du maïs. Et puis, dans les unités suivantes, on rajoute des éléments supplémentaires, notamment pollinisation par les insectes, la reproduction asexuée, bien sûr. Donc voilà, l'idée, c'est d'avoir un ensemble qui est à la fois plus concis, plus simple, basé sur l'exemple et surtout qui permettent à la fois de traiter les dimensions strictement biologiques de la reproduction et des dimensions plus écologiques. Autre point qui a évolué dans notre proposition par rapport à 2017, la première version du manuel SVT cycle 4, c'est le parcours diversité. Déjà, on a changé l'ordre des chapitres. Samuel, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? En fait, la diversité, on peut la prendre de différentes façons et généralement, on la traite par échelle. Donc, soit on part des échelles les plus petites, c'est-à-dire au niveau de la diversité génétique intraspécifique, donc les allèles, les choses comme ça, et on va vers la diversité des écosystèmes, des milieux de vie, etc. Et puis on traite les différentes échelles entre les deux. Ça nous paraissait plus simple d'attaquer par les écosystèmes parce que d'abord les milieux de vie sont, les habitats finalement, ces écosystèmes sont matériellement plus faciles à décrire et pour initier des élèves à ces questions de diversité, leur parler d'une pelouse, d'une prairie,
d'un milieu humide, voilà, peu importe, ça nous paraissait plus évident pour commencer que de rentrer tout de suite dans les détails cellulaires ou subcellulaires. Donc ça, c'est la raison principale du choix. Ça va permettre, peut-être qu'on peut passer à la diapo. En fait, tout à fait, et juste avant en transition, ça veut dire que dès le premier chapitre de ce thème-là, on introduit les 3 niveaux de diversité du vivant, l'échelle écosystémique, l'échelle spécifique et l'échelle de l'individu, sans introduire encore, sans mettre en relation la diversité à l'échelle des individus avec une diversité génétique, ce qui sera fait dans le dernier chapitre. C'est la raison pour laquelle, en 2017, on avait fait le choix inverse. Mais d'emblée, on plante le décor de la diversité aux 3 échelles et on introduit justement en fin de ce chapitre 14 la notion de phénotype qu'on va discuter après. Oui. Donc sur maintenant, le chapitre 16. Voilà, alors sur le chapitre 16, hein, qui est effectivement ce chapitre stabilité et diversité génétique des individus. On a à la fois du très classique sur lequel voilà, qui est un incontournable et qui pose toujours des questions de savoir pédagogiquement quels sont les choix d'illustration que l'on fait et les niveaux de détail jusqu'auxquels on va. Donc là, le choix, il a été très simple, enfin très simple in fine, mais finalement pas mal discuté entre nous. Ça a été de préciser ce qu'était le chromosome. La notion de chromosome n'était pas explicitement dans le programme, mais puisqu'on nous demandait de parler de la mitose et de la méiose, cette structure nous paraissait indispensable. Donc en fait, c'est vraiment le point d'entrée. Le fait de parler de chromosome, ça permet en même temps de parler du support de l'information génétique qu'est l'ADN, et on aborde ça à travers d'abord la mitose, qui est effectivement plus simple. Donc, quand on va parler de la reproduction sexuée, on a beaucoup simplifié ce qu'on avait fait en 2017, où on avait eu l'ambition de montrer comment des allèles, finalement, pouvaient être brassés à l'intérieur de la méiose. Or, d'abord, ce n'était pas exigé explicitement par le programme, c'est quelque chose qu'on refait au lycée. Et donc, compte tenu de la complexité que ça représente et du nombre de notions importantes qu'il y a dans ce chapitre, on a décidé de simplifier et de passer outre cette diversité-là. En fait, on voit le brassage, mais on le voit à travers des couleurs de chromosomes. C'est ce qu'on voit dans l'unité 2 ici sur la diapositive, avec des couleurs de chromosomes, et ça suffit largement pour comprendre cette notion de brassage, sans forcément avoir besoin de descendre à l'échelle de l'allèle en tous les cas pour cette question de brassage qui est beaucoup plus compliquée. Néanmoins, puisque les mutations devaient être traitées, on aborde la notion d'allèle dans l'unité 3 et le choix a été fait de garder finalement des allèles qui ont l'avantage de Ne pas être morbide. Ouais, un, de ne pas concerner des maladies, et deux, d'être monogénique, c'est-à-dire qu'un seul allèle est responsable du caractère. Et donc, en fait, on a choisi des petits allèles simples, hein, qui en plus sont visibles morphologiquement, parce que ça, c'était l'autre problème, c'est que beaucoup de ces allèles, finalement, n'ont de phénotype que moléculaire. Et là, en fait, on avait des petits allèles morphologiques qu'on avait déjà utilisés en 2017 et qui nous semblaient intéressants de garder, ce qui permet au passage, hein, de traiter de la diversité humaine, de montrer que cette diversité humaine, elle est extrêmement large, et finalement, on va comprendre que, avec les schémas qui ont été représentés, que ce qui est visible à l'échelle phénotypique peut être lié à l'échelle génétique à la possession de certains allèles plutôt que d'autres. Et puis, on a introduit une nouveauté pédagogique dans l'unité 4 avec cette représentation sous forme de cartes en page gauche des allèles, avec cette idée que finalement, on peut considérer l'allèle et les caractères associés comme étant des cartes qui sont possédées par les parents et qui se retrouvent brassées lorsque ces parents ont des enfants. Donc là, avec l'exemple des mouches, mais évidemment, la transposition à toutes les autres espèces est relativement facile. Merci Samuel.
Alors pour la partie planète Terre en activité, donc toujours la planète Terre, l'environnement et l'action humaine, l'expérience des 5 années écoulées, effectivement, nous a amené à nous dire qu'il ne fallait pas commencer par grand 1 le volcanisme, grand 2 les séismes, puis grand 3, je simplifie à peine, hein, mais c'est la tectonique des plaques. En fait, les volcans et les séismes sont vus et revus au primaire et en 6e. Et en fait, le programme ne disait pas expressément de faire comme ça. Donc, le choix qui a été fait, ça a été vraiment de coller au programme pour rentrer dans ce chapitre, ce qui était totalement partagé avec l'auteur, hein, qui travaillait comme ça d'ailleurs dans sa classe. Donc, le choix a été fait de démarrer par la tectonique des plaques, mais par les plaques, en fait. Pas la tectonique des plaques, je dis une bêtise, mais vraiment par les plaques. Cette image des plaques qui est connue des élèves. Et en fait, d'expliquer ce qui se passe à leur bordure, donc de mener une véritable enquête à partir de ces plaques. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça bouge? Dans quelle direction ça bouge? Comment ça se déplace? Et qu'est-ce qui se passe aux frontières? Et ça donne une image beaucoup moins descriptive et linéaire que ce que l'on pouvait enseigner avec grand 1 les volcans, grand 2 les séismes. Donc, on a essayé de mettre ça en musique en mettant en plus quelques activités un peu originales, comme vous avez là le suivi des GPS, hein, qui sont des petits vecteurs à construire, qui étaient faits par le passé au lycée, mais qui finalement, c'est assez simple à faire, y compris au collège, avec des élèves, quand on travaille de manière collective. Certains travaillent sur tel point de la planète, telle station GPS, et puis un autre groupe sur une autre station, et on regroupe tout ça, et finalement, on arrive à matérialiser vraiment le déplacement des plaques en regardant, et en plus, on voit leur direction. C'est-à-dire qu'ils matérialisent non seulement la direction des plaques, mais également comment, les unes par rapport aux autres, elles bougent. Donc, c'est vraiment la première unité, là, quelque chose qui est extrêmement concret et qui donne aux plaques une dimension réelle et concrète ça bouge. Donc, ensuite, vous avez l'unité 3. Ensuite, alors entre les deux, vous avez une autre unité qui s'appelle mouvement des plaques et séismes, puisque dans le programme, on demande de traiter de façon plus détaillée les séismes, et notamment l'origine des séismes. Donc, ça a été fait dans une unité complète parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et puis ensuite, dans l'unité 3, ça a été de revenir sur ces mouvements qui ont été découverts auparavant et de voir cette fois quels sont effectivement les phénomènes donc, de type volcanisme ou séisme qui se déroulent à tel niveau de plaque, à telle limite de plaque ou à telle limite de plaque. Et les élèves se rendent compte que ce n'est pas le même type de volcanisme. Donc, ils découvrent ce qu'est un volcanisme effusif, ils découvrent ce qu'est un volcanisme explosif, mais contrairement à avant, je dirais, ce que vous voyez dans la classe, là, l'élève, il associe à une limite un type de volcan. Et donc, ça prend tout de suite plus de sens pour voir un petit peu le type d'activité qui va s'y dérouler. Il va ensuite pouvoir faire le lien. Là, par contre, on a été obligé de le mettre dans un autre chapitre sur les risques, parce que là, ça faisait vraiment beaucoup. Contrairement à la météo, où les risques ont été intégrés à un chapitre, là, sur les séismes, le choix avait été fait de partir des plaques, donc on ne pouvait pas faire à la fois les plaques, les mouvements, les limites et les risques. Ça faisait beaucoup. Mais dans le chapitre suivant, le 5, le lien est véritablement fait, on repart de celui-là, pour comprendre pourquoi il y a du volcanisme plutôt explosif à tel endroit et plutôt effusif à tel endroit et quelles conséquences cela va avoir pour les populations. Et quelle dynamique de prévention, hein, quels éléments de prévention, je cherche mes mots, on va pouvoir mettre en place dans les différents pays en fonction du type de volcanisme ou du type de séisme qui règne. Merci Caroline. En fait, si on résume, si je formule les choses autrement, avant, on partait de cartes de la répartition des séismes et des volcans telles que celles que vous voyez sur la double page de droite, l'unité 3, pour amener les élèves, entre guillemets, sur la piste d'un découpage en plaques, alors que là, c'est l'inverse. On part d'observations du 21e siècle, on est au 21e siècle, il y a le GPS, on sait qu'elles bougent les plaques. Et de toute façon, historiquement, la tectonique des plaques, c'est pas construit à partir de la répartition des séismes et des volcans. Du coup, on part du constat moderne du GPS pour ensuite aller expliquer cette carte de répartition des volcans. Et non pas l'inverse, partir de la carte de répartition des volcans et des séismes pour construire la notion de plaque.
Et ça a été un exercice. C'est pas si simple en fait de construire cette progression, mais ça nous a semblé beaucoup plus naturel et en tout cas très bien plus moderne. Merci beaucoup, Caroline. Si on passe à la diapo suivante, Caroline Taillon. Oui, du coup, qu'est-ce qui a été fait dans cette nouvelle édition pour faciliter la mise en activité des élèves? Est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu en détail les enquêtes? Alors, globalement, bon, on a déjà un petit peu défloré le sujet, mais c'est vrai que l'idée de motiver les élèves pour les faire rentrer dans une thématique scientifique, c'est un point clé dans toutes les matières et en particulier en SVT. Et comme on l'a déjà dit, en fait, on a proposé un certain nombre d'unités contextualisées où, quand ça s'y prête, on part d'une découverte, c'est-à-dire c'est un cartouche Je découvre qui est fondé sur une situation de la vie quotidienne ou de l'actualité pour amener l'élève à se poser une question qui va le conduire à faire une investigation sur un point scientifique. J'ai sélectionné 4 exemples. Samuel, tu veux nous en dire rapidement un petit mot, sachant qu'en plus on commence par du développement durable avec les trams noires. Oui, alors donc ça c'est une unité entièrement nouvelle effectivement qui se trouve dans le chapitre 8 où en fait on fait prendre conscience à l'élève de l'importance des pollutions lumineuses et de l'importance de leurs conséquences, notamment pour la faune nocturne. Alors évidemment, la faune nocturne n'est pas forcément abondante dans les grandes mégalopoles. En revanche, dans tous les petites villes et petits villages de province, la campagne est juste à côté. Et on trouve aujourd'hui beaucoup de villages qui coupent leur éclairage public l'hiver. Donc c'est quelque chose que les gens voient, c'est à l'entrée des villages. Là, en général, c'est annoncé que l'électricité est coupée entre minuit et 5 heures du matin, par exemple. Donc en fait, cet ancrage, on va dire, dans une observation du quotidien, elle est importante, encore une fois, mais et surtout, elle mérite d'être expliquée. C'est-à-dire que derrière cette constatation, on va, page de droite, expliquer en quoi ça va être intéressant de pouvoir couper la lumière et de reproduire ce qu'on appelle les trames noires, c'est-à-dire une espèce de continuité écologique de noir, de nocturne, enfin de nuit, quoi, pour permettre le déplacement en particulier des animaux nocturnes volants, alors pas seulement, mais principalement les volants, c'est-à-dire chauves-souris, rapaces nocturnes, notamment. Et ça termine sur cette unité-là par des choses très très concrètes où on voit toutes les mesures qui sont conseillées aux municipalités, l'orientation des réverbères vers le bas, le fait que ça se déclenche que quand il y a du passage, le fait que ça soit éteint une partie de la nuit, etc., que ce soit pas trop haut. Enfin, voilà, il y a tout un tas de mesures qui sont proposées et qui sont explicitées ici et que l'élève finalement va pouvoir utiliser pour répondre à la question qui est posée, c'est-à-dire finalement comment je traite ce problème environnemental de la pollution lumineuse. On peut prendre un autre exemple qui est celui dans les chapitres diversité génétique avec Spider-Man, où en fait on va prendre un personnage bien connu des élèves qui est présenté dans les versions modernes comme étant le fruit d'un OGM, enfin le fruit plutôt d'une transgénèse, puisque une araignée lui aurait injecté de son ADN. Et donc, une transgénèse accidentelle. Ouais, une transgénèse accidentelle. Et donc, on rappelle en fait ce qui est présenté dans le film comme étant l'origine de Spider-Man. Et puis après, on explique pour de vrai ce que c'est qu'une transgénèse. On voit que c'est un petit peu plus compliqué que simplement se faire mordre par un animal. Et l'idée, c'est que en fait, finalement, on en arrive à atteindre différents objectifs. C'est-à-dire que d'abord, on va stimuler l'élève par quelque chose qu'il connaît au départ, ce qui est un peu toujours quelque chose de souhaitable quand on arrive à le faire. Ça va déclencher de la motivation. Derrière, on va faire de la vraie science ou expliquer des biotechnos qui sont aujourd'hui utilisés en routine au laboratoire. Avec un exemple spectaculaire d'ailleurs en plus, parce que c'est la lapine alba qui est une lapine phosphorescente grâce à une protéine phosphorescente de méduse qu'on lui a injectée. Et puis le dernier objectif, c'est que finalement, on va exercer l'esprit critique, c'est-à-dire qu'il va devoir, à partir des éléments scientifiques réels,
critiquer le scénario. Alors évidemment, la liberté des artistes font qu'ils peuvent inventer tout ce qu'ils veulent, mais s'il prend la posture du scientifique, il va pouvoir commenter finalement ce choix d'artiste avec un regard plus critique. Voilà, après, je peux en commenter une troisième, hein, qui est l'unité sur les virus, où en fait, on rappelle tous ces pictogrammes dans la partie Je découvre, on rappelle tous les pictogrammes de recommandations sanitaires qu'on voit un peu partout, et on va ensuite expliquer en quoi ces différentes mesures qui sont recommandées par les autorités sanitaires à la population générale ont un intérêt dans la limitation de la propagation et des contaminations, notamment par les virus, ce qui, dans la génération de collégiens actuels, a été vécu forcément assez fortement, puisque les collégiens des prochaines années étaient encore très jeunes au moment du Covid. Voilà. Vous voulez que je fasse la vaccination? Merci Samuel. Sur la vaccination, la seule chose on avait mis cette diapo parce que c'est juste pour dire aussi que dans le thème 3, on a mis des données scientifiques actualisées. Et là, typiquement sur la vaccination, sur la page de droite, on montre la quantité d'anticorps sériques avant et après vaccination, après 2 doses de vaccin. Et ça, c'est des données issues d'études sur le vaccin contre le Covid-19. Oui, et peut-être il y a deux choses, enfin il y a ça effectivement qui est intéressant sur cette unité, la mise à jour, et puis il y a aussi le fait qu'on choisit 3 exemples très complémentaires, je trouve. Il y a un exemple sur la rougeole, qui est vraiment une vaccination qui, quand elle a lieu, on voit immédiatement des effets sur la population générale de réduction des cas. Il y a un exemple historique avec Louis Pasteur et la vaccination des moutons pour la maladie du charbon. Et puis, il y a un exemple très contemporain avec le Covid, avec le Covid-19 qui est connu des élèves. Donc, il y a vraiment cette idée de montrer que la vaccination, c'est pas qu'un truc qui était dans l'actualité, par exemple du Covid-19, parce que c'est souvent comme ça qui est pour cette génération-là, en tous les cas, qu'ils l'ont découvert, mais que c'est quelque chose d'abord qui a un ancrage historique, qui a une réalité scientifique ancienne et qui peut être utilisé pour de nombreuses maladies. Merci. Alors Stéphane, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu quels outils sont mis à disposition des élèves pour aider en fait chaque élève, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve? Oui, tout à fait, puisque ces outils qui sont en fait des outils qu'on va dire de différenciation pédagogique, en proposer de nouveaux ou des outils plus performants, ça a été une des raisons qui nous ont poussé à proposer un certain nombre de nouveautés en 2022 en SVT. Déjà dans le manuel de SVT cycle 4, dans la version numérique, donc maintenant tous les manuels numériques Belin, ce sont des manuels numériques Max, qui commencent maintenant à être bien connus. Avec chaque activité, avec chaque unité disponible sur le manuel numérique, il y a une aide qui peut être utilisée par l'enseignant ou par l'élève en fonction des difficultés rencontrées. Ça peut être une aide procédurale, ça peut être une aide de notions. Pour les tâches complexes, ça peut être un questionnement intermédiaire. Donc voilà, ça c'est déjà un premier outil simple mais très efficace. Et l'idée de le proposer avec le manuel numérique, c'est de faire gagner du temps aux enseignants qui n'ont qu'à, entre guillemets, télécharger l'aide et l'utiliser. Ça, c'est la première chose. Si on passe à la diapo suivante. Oui, pardon. Samuel, tu as peut-être des choses à ajouter? Oui. En fait, c'était plus pour rentrer un petit peu dans le détail en fait de la diversité de ces aides. Ce que je trouve intéressant, en fait, c'est vrai que ça part du constat que le numérique est beaucoup plus présent dans l'enseignement, notamment du fait des confinements multiples qui ont amené tout le monde à utiliser davantage de numérique. Et puis pour nous, c'est aussi l'occasion de pouvoir apporter des compléments. En fait, on est toujours limité, contraint par la double page, et finalement, ces aides numériques, c'est une petite bouffée d'oxygène pour apporter plein de petites choses en plus, et notamment des aides différenciées pour les élèves. Et dans ces aides,
comme tu le disais, hein, il y a vraiment plein de choses différentes. C'est-à-dire que si on demande de faire un tableau, bah, on explique concrètement comment on décide de faire un tableau, c'est-à-dire comment on choisit le nombre de colonnes, le nombre de lignes. Éventuellement, on peut fournir des tableaux déjà pré-tracés ou des diagrammes. On peut fournir des diagrammes en expliquant finalement comment on arrive à produire un diagramme. Quand on parle de recherche sur Internet, on explique comment évaluer la qualité d'un texte sur Internet. Éventuellement, sur le sujet en question, on peut fournir des sources pour faciliter le travail de l'élève. Enfin, l'idée, c'est vraiment de servir de marchepied à la fois sur le fond de la réponse aux questions ou aux missions qui sont proposées, mais également sur la forme. Donc, il y a vraiment un gros éclectisme des propositions d'aide que nous avons faites. Merci pour ces précisions. Deuxième lame du couteau suisse de la différenciation pédagogique dans notre nouveau manuel des cycle 4. Au tout début du manuel, on propose un cahier méthode. Donc, c'est avant même le premier chapitre. L'idée, c'est de proposer un outil simple pour permettre aux élèves de travailler seuls ou avec leur enseignant. 15 capacités qu'on pourrait dire de base: construire un graphique, choisir le bon tir de graphique, construire un schéma fonctionnel, réaliser un dessin d'observation, etc., etc. Et pour chacune de ces 15 méthodes, on va dire, de base, on propose en fait tout simplement un exercice guidé. Donc, l'énoncé est très simple. Il n'exige pas de l'élève la mobilisation de connaissances particulières, juste la mobilisation d'une capacité. Il y a une aide à la résolution pour donner à l'élève en fait les conseils méthodologiques concrets, et pour que ça puisse être utilisé de manière autonome par l'élève, la solution, la correction détaillée est accessible sur le manuel numérique Max. Voilà, donc ça c'est la deuxième lame. La troisième lame, je vais laisser la présenter, Caroline. Il s'agit d'exercices pour s'auto-évaluer sur la maîtrise des compétences du socle. Donc là, j'ai mis un exemple d'exercice et un exemple de ce qu'on peut trouver associé sur le manuel numérique Max. Donc, dans l'exercice qui est proposé, en fait, la sous-compétence qui va être travaillée et qu'on veut développer chez les élèves, c'est interpréter des résultats et en tirer des conclusions. C'est une compétence qui est très fréquemment trouvée dans les épreuves de DNB et qui doit être développée tout au long de la scolarité en fait, des élèves. Alors, ce qui a été proposé en téléchargement, c'est une grille assez simple qui permet en fait aux enseignants à la limite de s'approprier les descripteurs qu'on propose ou d'en choisir d'autres, peu importe. Mais dans la colonne de gauche, vous avez ce qu'on appelle les descripteurs génériques, c'est-à-dire des choses qui sont répétitives. C'est-à-dire que si l'élève rencontre à nouveau cette compétence-là, s'il doit à nouveau la travailler dans les séances futures, il retrouvera toujours la même colonne, sans quasiment, sans modification. Merci. Donc, il y a une gradation en 4 niveaux. Également, c'est en cohérence avec le livret scolaire. C'est exactement présenté comme ça dans l'évaluation du socle en fin de 3e pour l'attribution du DNB. Donc, ça peut permettre aux élèves en auto-évaluation de voir à quel niveau ils se trouvent. Et ils ne peuvent le faire que si, évidemment, ils ont corrigé l'exercice. Donc, dans la colonne de droite, vous avez en face une proposition de correction qui a été proposée par l'auteur, la plus simple possible, pour que l'élève puisse confronter ce qu'il a écrit avec ce qu'il voit et qu'il puisse estimer son niveau. En cas de difficulté, il peut toujours demander à son enseignant, bien entendu, mais ça lui permet de le faire au fil de l'eau. Et je pense que ça peut résoudre beaucoup de problèmes pour des enseignants qui ne savent pas trop comment s'y prendre, qui ne savent pas trop comment faire ou qui n'ont pas le temps. Finalement, je peux donner cet exercice-là. J'ai travaillé la même compétence tout à l'heure dans le cadre de ma leçon. Je vais donner l'exercice à la maison et les élèves vont utiliser la même grille, finalement, les mêmes descripteurs. Donc, ils ont déjà vu avec moi comment faire. Ils vont s'y référer et ils vont pouvoir le faire sur un autre exercice qui traite d'un autre sujet. Là, on est sur la reproduction chez l'oursin. Imaginons qu'un autre type de travail ait été fait en classe. Donc, voilà l'objectif de ces auto-évaluations. Merci Caroline. Donc 33 exercices d'auto-évaluation des compétences. Oui, merci à tous du coup pour cette présentation du manuel. Maintenant, on va présenter le carnet en détail. Et donc, dans le carnet, il y a des outils qui permettent de faciliter la différenciation pédagogique. Du coup, je te passe la parole, Samuel.
Stéphane, pardon. Merci Caroline. Alors c'est vrai que toujours dans l'objectif de proposer des outils au service de la différenciation pédagogique pour les élèves et pour les enseignants, on a proposé en parallèle de la nouvelle édition du manuel de SVT cycle 4, une nouveauté pour le coup qui est un carnet de SVT cycle 4. Donc c'est un ouvrage d'un format totalement différent puisque c'est tout petit, 64 pages, un petit format 10 cm par 15, et c'est ce qu'on appelle un consommable, c'est-à-dire c'est quelque chose que l'élève garde, il écrit dessus et c'est quelque chose qu'il garde et qu'il s'approprie. On a imaginé que ce nouveau carnet, donc il est évidemment à destination de l'élève, il était utilisable en autonomie et ou sur la supervision de l'enseignant, et pendant les 3 années du cycle 4, et ou dans l'optique des révisions du DNB. Donc là aussi, c'est une espèce de petit couteau suisse, mais très, très, très concentré. Donc si on passe à la diapo suivante, ça va nous permettre de découvrir la première des 3 parties de ce petit carnet. Cette partie est consacrée aux savoirs qui sont requis pour le cycle 4 en SVT, et on propose 25 fiches qui permettent à l'élève de réviser, de s'approprier et de se remémorer l'essentiel de chaque chapitre. Caroline, est-ce que tu nous décrirais un petit peu comment on a conçu la chose? Toutes les fiches sont faites de la même façon, avec l'idée de retenir les notions essentielles, donc les notions fondamentales, qu'elles aient été enseignées en 5e, en 4e ou en 3e, et de les présenter d'une manière visible comme un flash. C'est-à-dire, là, on a le choix qui a été fait, c'est carte mentale. Donc, sur une carte mentale finalement très simple, l'élève va revoir les notions fondamentales avec quand même un petit enrobage. Ce n'est pas simplement des mots-clés, c'est dans une toute petite phrase. C'est-à-dire que ça recontextualise quand même l'usage du mot-clé ou du concept étudié. Ça a été véritablement réduit. Je pense qu'on a essayé de se tenir le plus possible, le plus près du programme, en gardant le nécessaire pour que l'élève puisse comprendre et puisse traiter l'ensemble des exercices qui peuvent lui être proposés. Ensuite, en dessous, c'est un schéma qui correspond à la même thématique. Donc là, on est sur structure et dynamique interne de la Terre. Donc on repart sur notre idée que l'on a développée dans le manuel. Les plaques bougent de quelques centimètres par an. Ce qu'il faut retenir finalement en fin de cycle 4, c'est cette notion de dynamique. Donc ça confirme bien l'idée de tout à l'heure, on part des plaques qui se déplacent. L'écartement, le rapprochement, la dorsale, la fosse océanique, les notions de lithosphère, asténosphère et le mouvement des plaques. En fait, au niveau du cycle 4, c'est tout. Ce n'est pas la peine d'aller jusqu'au noyau, ce n'est pas la peine d'aller beaucoup plus loin dans le détail, mais en tout cas, ça, il faut que ce soit parfaitement compris et maîtrisé pour le lycée ensuite qui fera le lien. Dans la partie du bas, on a fait un entre-deux. On ne voulait pas de texte à trous, on ne voulait pas de cases à cocher, on ne voulait pas de choses où finalement l'élève au hasard peut répondre sans trop réfléchir. Donc en fait, c'est plutôt des débuts de phrases ou bien des définitions que l'élève doit non pas restituer en recopiant bêtement son cahier, mais en essayant de faire travailler son cerveau. L'idée, c'est vraiment de faire raisonner l'élève, qu'il se rappelle avec les petits éléments qui sont au-dessus, à la fois la carte et le schéma, qu'il se rappelle ce que signifie le modèle de la tectonique des plaques. Qu'est-ce que ça explique? Donc, il peut tout à fait utiliser les mots qui sont dans le corrigé là, mais il pourrait peut-être faire une phrase derrière un peu plus longue. Ce n'est pas figé, ce n'est pas au mot près. En tout cas, ce n'est pas la volonté. Ensuite, vous avez la plaque lithosphérique en bas sur la proposition de définition. Donc, c'est pareil, l'élève, il peut faire quelque chose de plus développé. Il y a 2 lignes, c'est peut-être un peu petit par endroit, mais ils écriront en dessous, ils surligneront. Ils ont l'habitude, en crayon de papier. Le but, c'est vraiment... je pense que ça peut être très intéressant. Ça correspond un peu à des fiches savoir que certains enseignants font et font coller à la fin des chapitres. Bon, là, l'avantage, c'est que ça peut suivre un élève sur 5, 4, 3 et qu'au moment du DNB, il peut tout revoir vraiment très rapidement. Merci Caroline. Caroline, si tu passes à la diapo suivante, donc là, on voit 2 exemples de fiches méthodes. Donc effectivement, il y a le petit mémo, c'est-à-dire la mascotte qui donne une petite info clé ou un petit conseil. Et puis, il y a, je reformule à ma façon, c'est comme tu l'as bien expliqué Caroline, l'idée c'est que on veut que la fiche soit autoportante, c'est-à-dire les élèves ont toutes les informations sur la fiche, mais en même temps, il faut qu'ils se la réapproprient. C'est pour ça qu'on a écrit « je reformule à ma façon ».
Et normalement, l'élève, il a toutes les informations dans la carte mentale et le schéma pour compléter les phrases et se faire son petit résumé de cours à lui. C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas proposé de correction, parce que vous verrez que ce petit carnet a des contenus numériques associés, gratuits et très riches, mais on n'a pas proposé de correction parce que justement, il y a plein de manières, comme tu l'as dit Caroline, il y a plein de manières de les rédiger. Et ce qui compte, c'est que ce soit la manière de l'élève. Et ça peut être utilisé effectivement par l'enseignant qui souvent il manque de temps pour faire le bilan avec autant de temps qu'il le souhaiterait en fin de séance. C'est un outil qui peut lui permettre de gagner du temps. Et puis évidemment, les classeurs ou cahiers ayant du mal à passer d'une année à l'autre chez les élèves, arriver en troisième pour la révision du ZMB, comme ça l'élève a tout clé en main. Je précise aussi que dans le premier des compléments numériques de ce carnet que je vais décrire, tous les mots-clés, les définitions des mots-clés sont accessibles grâce à un QR code ou à un mini-lien, c'est-à-dire une petite adresse Internet que l'élève tape sur son ordi ou sur sa tablette. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on lui propose. Si on passe à la diapo suivante, ça va nous permettre de découvrir la deuxième partie de ce petit carnet, toujours au service de la différenciation pédagogique, et l'idée étant de donner des outils pour aider les élèves qui en ont besoin là où ils en ont besoin. On a proposé dans cette seconde partie 13 fiches pour aider les élèves à travailler les attitudes et les méthodes, ou formuler autrement les attitudes et les capacités. Et là, ce sont des fiches, donc toujours des fiches où on donne de l'info à l'élève, des fiches où l'élève est actif, et cette fois-ci, on fournit un corrigé et des auto-évaluations. Samuel, tu nous en dis deux mots ? Oui, alors le choix, il est effectivement de garder la séparation entre les attitudes, savoir-être et puis les méthodes. L'idée, c'est vraiment que l'élève, il ait un support pour travailler ses compétences qui soient autonomes. C'est-à-dire que c'est un peu comme pour la partie sur les savoirs, c'est vraiment que dans la page, pardon, il va pouvoir avoir tous les éléments pour travailler plus précisément la compétence. Donc on traite d'abord les attitudes. Dans les attitudes, on a choisi des attitudes qui ne sont pas forcément travaillées en tant que telles aujourd'hui très, très fréquemment, mais qui se sont révélées ces dernières années particulièrement cruciales à faire travailler. Donc, il y a en particulier l'esprit critique, il y a la responsabilité environnementale, la responsabilité vis-à-vis de sa santé. Voilà, il y a pas mal de choses qui sont intéressantes sur lesquelles l'élève peut réfléchir. Et à chaque fois, ça repose évidemment sur un exemple. Donc là, pour l'attitude, critiquer une affirmation, l'idée, c'est d'aller chercher une argumentation solide pour critiquer une affirmation, donc soit la confirmer, soit au contraire l'infirmer, ou avoir une réponse entre les deux, mais en tous les cas moduler et argumenter. Donc ça se présente en plusieurs étapes, une situation de départ avec une affirmation. Alors, ce n'est pas forcément sous forme d'une affirmation, il y a différentes formes qui sont possibles, hein. On pourra avoir des énoncés assez différents. Et derrière cette affirmation, on va aller présenter des arguments. Nous, on fournit des données et puis ça se termine par une phase de production de l'élève où il doit fournir une réponse. Dans l'exemple qui est ici, on voit que la réponse, en fait, elle est structurée. C'est-à-dire qu'elle est structurée avec un peu thèse, antithèse et synthèse, c'est-à-dire avec en version courte. Il y a des éléments de vrai dans la proposition, mais d'après les éléments qui sont aussi donnés juste au-dessus, on peut dire qu'il y a des choses qui sont fausses et donc on peut conclure que l'affirmation n'est pas exacte. Voilà. Merci beaucoup. Alors, sur les corrigés, donc ça, c'est des choses qui sont accessibles. Corrigé et auto-évaluation. Donc, en bas de chaque page, l'élève, il a, pour obtenir le corrigé puis auto-évaluer, il suffit qu'il rentre cette petite adresse Internet sur son ordi ou sur sa tablette et il accède à la page qui est ci-dessous. Et grâce à cette page, il va pouvoir cocher ce petit tableau d'auto-évaluation. En fait, on présente évidemment, on commence par présenter une réponse possible. On insiste toujours sur le fait que c'est une réponse possible. Il y a toujours plusieurs façons de formuler les réponses.
On propose des critères d'auto-évaluation. L'élève va comparer sa réponse à la correction et va voir s'il a rempli ces critères. Et ainsi, il va pouvoir s'auto-évaluer. Caroline, tu veux ajouter quelques mots parce que tu as pas mal participé à la construction. Oui, je voulais simplement montrer aux enseignants que ce n'est pas la même chose que ce que l'on a vu tout à l'heure sur le développement des compétences. C'est quelque chose de beaucoup plus basique et de beaucoup plus simple. On amène en fait les élèves à s'auto-évaluer sur le contenu là, dans ce cas. Et comme on est sur une seule fiche méthode et sur une seule méthodologie développée, donc la argumentée, il va se contenter de voir si ce qu'il a fait c'est conforme à ce qui était attendu. Et donc, il va avoir, je dirais, des petites têtes là qui rigolent, j'ai oublié, les smileys, pardon. Il va voir ces smileys et puis il va pouvoir vérifier s'il a compris le principe de l'argumentation ou pas. On n'est pas dans des fiches, et ça vraiment, ça n'a pas été conçu pour ça, qui vont permettre aux enseignants de faire une évaluation formative au fil de l'eau, vous voyez, ou qui va permettre de renseigner une grille de suivi. C'est vraiment pour l'élève, hein, ce support, qui est vraiment beaucoup plus simple. Merci beaucoup. Donc ça, on a donné un exemple pour les attitudes, donc les savoir-être, et ça, c'est un autre exemple pour les méthodes. Donc il y a 5 attitudes qui sont présentées et 8 méthodes, 8 capacités. Pareil, Samuel, tu nous en dis quelques mots? Oui. Donc le principe reste le même, on est sur une double page. Cette fois-ci, on a un énoncé dans cet exemple qui est sur des résultats expérimentaux. Donc on présente un résultat expérimental. Et ce qui est intéressant, c'est que la réponse, elle va être accompagnée par des petits personnages qui ont un dialogue. Et en fait, cette forme, elle donne vraiment la possibilité à l'élève de s'identifier et elle allège finalement le questionnement qui pourrait paraître scolaire, voire rébarbatif au premier abord. Et donc, en lisant évidemment le dialogue entre les petits personnages, eh bien, on a les clés pour répondre derrière. Donc, ça crée finalement une forme de stimulation de l'élève qui va être plus facile qu'avec un questionnement, on va dire, questionnement classique. Dans la réponse, le choix, il a été fait aussi de contraindre, entre guillemets, la réponse, de préformater la réponse de façon à ce que l'élève prenne les réflexes. Là, en l'occurrence, c'est sur des commentaires de résultats expérimentaux, prennent certains réflexes d'abord je constate. Alors, en l'occurrence, d'abord, je regarde à quoi peut servir cette expérience, ensuite je constate et puis j'interprète. Enfin voilà, il y a vraiment Et donc, même s'il y a une relative souplesse après dans la rédaction proprement dite, et c'est là où on se distingue évidemment des textes à trous et autres, c'est que la pré-rédaction, elle va fournir finalement à la fois une aide et un cadrage à la rédaction et au raisonnement. Merci beaucoup Samuel. Et là, comme dans l'exemple précédent, l'élève dispose du corrigé et des critères d'auto-évaluation dans la version numérique. Enfin, pas dans la version numérique, pardonnez-moi, dans les compléments numériques gratuits, j'insiste, du carnet. Oui, Caroline. Oui, alors dans le carnet, vous trouverez également plusieurs brevets blancs. Donc, il y a 11 fiches de brevets blancs. Attention, là, on retourne sur le, on retourne sur le manuel. Regarde. Ah oui, pardon, autant pour moi. Là, en fait, depuis le début, vous avez remarqué que j'étais un peu à l'ouest et donc je suis désolée, j'ai enchaîné beaucoup de choses aujourd'hui différentes. Je ne sais plus où j'en suis. Mais en tout cas, l'esprit est le même, hein, c'est dans le manuel et dans le manuel, vous avez des brevets blancs. En tout cas, l'objectif de construction de ces brevets blancs, c'était bien évidemment de donner un petit peu plus de matière aux enseignants que ceux que l'on trouve en ligne, ceux qui sont tombés dans les différentes académies à l'étranger et en métropole, et de leur permettre de préparer aussi. Ça s'appelle bien entraînement au brevet, c'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement un brevet blanc. Ça peut parfois aller un tout petit peu plus loin, il peut y avoir un peu plus de questions ou un petit peu moins de questions.
Donc, voilà, on n'a pas figé le format. Mais on est resté sur les types de questions qui sont posées. On a souvent des QCM. Donc là, par exemple, en bas à gauche, autour du document qui était proposé sur les prévisions d'augmentation de la température moyenne annuelle en Europe pour la période 2071-2100, il y a sur les deux documents, il y a matière à répondre au QCM qui est proposé en dessous, avec 3 versions, à peu près comme ce qui est posé d'habitude dans les exercices brevets, et l'élève va choisir à chaque fois entre les propositions A, B et C, donc inférieures à 1 degré, comprises entre 1 degré et 2, etc. Donc, c'est le principe du QCM brevet classique. Et puis, sur la page de droite, vous avez d'autres types de questions donc, qui peuvent être trouvées aussi dans un DNB. Donc, une question autour de la description d'un document. Donc, j'ai envie de dire, c'est le niveau 2 de difficulté. Le niveau 1, on est plutôt sur soit de la saisie d'informations sur des documents, soit de la restitution de connaissances. Le niveau 2 de question, c'est je décris des résultats expérimentaux. Là, en l'occurrence, c'est les résultats d'une expérience réalisée sur la bourrache officinale. On a ensuite là une question qui fait le lien entre l'exploitation du document, de la description qui vient d'être faite et des connaissances. Ça, c'est très classique dans les DNB, le lien entre ce que je peux trouver dans le document et mes connaissances. Et puis, la dernière question, qui est typique de DNB également, où on est sur une question plus ouverte de synthèse. Alors là, il y a un document qui a été ajouté, mais il n'y en a pas à chaque fois. Et on met en lien l'ensemble des données d'un certain nombre de documents pour répondre. Et là, vous avez par exemple montré que le nombre de descendants diminue quand la quantité de sucre dans le nectar diminue. Des données chiffrées sont attendues. Et pour conclure, tout à la fin, l'élève a expliqué quel pourrait être l'impact de la température sur la reproduction du bourdon. Donc, on est bien sur une question globale, une question de synthèse. L'élève doit faire un petit paragraphe. Alors, ce sujet-là, il est plutôt long par rapport à un DNB classique, mais on en a vu des longs. Donc, il ne faut pas non plus… voilà, parfois, les sujets nous laissent des surprises. Ce sont des professeurs qui les font, les sujets. Donc, chacun prend beaucoup d'attention à les faire, en tout cas, et fait de son mieux. Il y en a qui vont être plus longs que d'autres, mais celui-là, il est très bien pour entraîner les élèves parce qu'il y a toutes les démarches. De mémoire, les 11 brevets blancs sont dans cet esprit. Bah, tout à fait, merci beaucoup Caroline, parce qu'en fait, ces dernières diapositives sont l'occasion de présenter la 5e raison qui nous a poussé à proposer les nouveautés 2022 en SVT. C'est que tu nous avais dit au cours d'une discussion que les élèves étaient souvent un peu désemparés au moment de la préparation du brevet, puis que quelquefois les résultats étaient un peu mitigés sur l'épreuve de sciences. Et on a pris conscience qu'effectivement, par exemple dans le manuel 2017, il n'y avait que 3 brevets blancs, et qu'on n'était peut-être pas assez attentif à coller justement au format et à la structure des vraies épreuves. Et là, déjà, il n'y en a pas 3, il y en a 11, on couvre tout le programme, et on a vraiment fait attention, grâce à tes conseils, à coller à ce que les élèves vont rencontrer en termes de format, de structure et de durée, même si c'est vrai, comme c'est un entraînement, on s'autorise parfois d'être un petit peu plus long ou un petit peu plus court que ce qu'ils rencontreront le jour J. Et du coup, là, je vais te passer la parole à nouveau, Caroline. Alors, non, oui, voilà. Pour revenir à notre fameux deuxième couteau suisse, le petit couteau suisse de 64 pages, et sa 3e partie, donc ce n'est pas 4e partie, comme il est indiqué ici, mais c'est la 3e partie. Donc, première partie, c'est les fiches savoir. 2e partie, c'est les fiches attitudes et méthodes. Et 3e partie, ce sont les quiz brevets, 11 quiz brevets qui couvrent l'intégralité des 3 thèmes du programme. Caroline. Donc, on est dans le prolongement de ce que l'on vous a montré tout à l'heure, mais ça permet aux élèves de s'entraîner beaucoup plus rapidement à des questions-réponses rapides, donc de type QCM. Donc, de mémoire sur l'ensemble des quiz, il y en a qui vont faire appel à des connaissances pures, et puis il y en a qui vont être, on appelle ça un peu les QCM intelligents, où il va falloir quand même qu'ils mettent en relation plusieurs connaissances situées éventuellement à différents endroits pour pouvoir répondre. Donc là, vous avez sur la première proposition une perturbation écologique qui est photographiée. Donc en plus, ça lui permet de se remémorer à quoi ça correspond. Et il a à nouveau 3 propositions, donc tout à fait dans l'esprit de brevet. Et il choisit la bonne, la fragmentation de l'habitat des espèces forestières, qui va être, puisque l'objectif est de la perturbation écologique ci-contre est. Donc là, il faut répondre au bout de est.
Un petit peu en dessous, vous avez une question sur les combustibles fossiles. Donc, ça fait le lien avec ce qu'on a vu tout à l'heure sur le manuel. L'origine naturelle mais épuisable de ces ressources fossiles, quelles qu'elles soient. Et on a la question d'à côté qui est quand même un peu plus complexe. On est sur un point commun entre les sols cultivables et l'eau douce. Donc là, il faut faire un lien dans sa tête avant de répondre. Ce n'est pas simplement on me donne la définition ou je choisis la bonne définition parmi un choix. Donc c'est assez diversifié, je crois, ce qui a été proposé. Et puis en dessous, vous avez, comme tout à l'heure, les petits smileys que l'élève va aller regarder la bonne réponse et il va pouvoir s'autocorriger. Merci beaucoup. Et si on passe sur la dernière diapositive de la présentation, là, donc il y a un autre complément numérique, toujours gratuit à ce carnet de SVT cycle 4, c'est que tous les quiz brevets sont proposés sous la forme d'exercices interactifs. L'avantage, c'est que l'élève peut les refaire autant de fois qu'il le souhaite et obtenir son score. Premier avantage. Second avantage, c'est que on a pris soin avec chaque exercice de donner une explication, que la réponse soit juste ou fausse d'ailleurs, que l'élève comprenne pourquoi telle réponse est juste et pourquoi les deux autres sont fausses. Voilà, et ça, il peut se réentraîner autant de fois qu'il le souhaite. C'est accessible sur Internet sans avoir besoin de charger quoi que ce soit. Donc, on espère que ce petit carnet sera un outil qui aidera les élèves à acquérir la culture de base en cycle 4 et donc en fin de collège, ce qui est l'objectif. Et puis, deuxième objectif, de bien réussir leur DNB. Voilà pour nos nouveautés 2022. Et merci beaucoup pour cette présentation.